du deuxième chapitre du traité Baba Metzia. Donc la Mishnah, c'est, on pourrait dire, des molécules bases de la tradition orale. Il y a le texte de la Torah, le Pentateuque, et il y a donc la tradition orale qui accompagne cette Torah écrite. La Torah écrite, c'est ce que nous lisons le Shabbat à la synagogue, et il y a une tradition orale qui l'accompagne. Maintenant, au fil des siècles, en particulier 2 générations après la destruction du Second Temple, le Second Temple ayant été détruit en 70 de l'ère commune, donc vers 180 de l'ère commune, l'exil étant très très important, puisqu'il n'y avait pratiquement plus de juifs en terre d'Israël, le gros de la communauté juive était en Irak. On est tous des Irakiens, nos ancêtres étaient majoritairement en Irak. L'Irak, c'est la patrie d'Abraham d'ailleurs. Mais d'ailleurs, il y a des gens, par exemple, dont les patronymes nous font toujours penser à ça, des gens qui s'appellent Ben Soussan, c'est les origines, et Soussan, Ben Soussan, c'est évidemment les origines mésopotamiennes de nos familles. Donc Ashkenaz ou Séfarade, on était à un moment ou à un autre en Irak, après la destruction du premier et du deuxième temple. Petit à petit, les Juifs sont allés à Rome, sont allés en Afrique du Nord, sont allés dans la vallée du Rhin, sont allés en Espagne, etc. Donc, face à cette diaspora, les maîtres d'Israël, vers 200, 180, 200 de l'ère commune, ont pensé que c'était absolument vital pour l'unité du peuple juif de faire un corpus des notions bases de la tradition orale. Ça s'appelle la Mishnah. Mais la Mishnah est extrêmement concise et il faut une tradition pour comprendre la Mishnah. Tu lis, tu traduis la Mishnah, mais la Mishnah est en hébreu. Même si tu comprends la Mishnah, tu sais lire l'hébreu, il faut une méthode pour savoir comment aborder cette Mishnah. Cette méthode a été développée à Babel, donc c'est-à-dire en Irak, dans les siècles après, 200, 300, 400, 500 de l'ère commune, et pendant plusieurs siècles, il y a eu des grands débats pour expliquer les Mishnayot. Et vers 450 de l'ère commune, en Irak, toujours, ils ont rédigé ce qu'on appelle le Talmud de Babylone. Entre parenthèses, et je me plais à le dire, c'est pas la première fois que je le dis, que vous savez qu'il y a eu 3 grandes batailles de Falloujah. En Irak, depuis 2003, quand les Américains ont débarqué là-bas en Irak, il y a eu le centre vraiment stratégique en Irak, c'est Falloujah. Falloujah, c'est là que le Talmud a été traduit, a été rédigé. Pourquoi, comment, j'en sais rien. En tout cas, comment on sait que c'est Falloujah, c'est écrit Falloujah, c'est Pumbedita. C'est Pumbedita, c'est ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs langues parlées en Irak. Il y a l'arabe, mais il y a l'araméen. L'araméen est une langue parlée aujourd'hui en Irak. Falloujah, c'est en arabe, et en araméen, c'est Pumbedita. Le Talmud a été rédigé à Pumbedita. Et à Jérusalem. Comment ? Non, le Talmud de Babylone. Mais le Talmud de Jérusalem. Je parle du Talmud de Babylone. Il y a certes le Talmud de Jérusalem, mais le Talmud de Jérusalem a été rédigé 100 ans avant, vers, disons, 250, 300, par Rabbi Yochanan en Eretz Israël. Mais ce n'est pas la base de l'étude talmudique. C'est un élément complémentaire, mais ce n'est pas la base. La base, c'est le Talmud de Babylone. Ok. Alors maintenant, le deuxième chapitre, les enfants, on commence. Alors, ce étant, on va aborder la dernière Mishnah du second chapitre du traité Baba Metzia. Le deuxième chapitre du traité Baba Metzia.
parle de la mitzvah de ramener un objet perdu à son propriétaire. Voilà. C'est-à-dire que si vous voyez un objet, c'est écrit Monsieur Victor Cohen Sarcelles, vous allez dehors, vous trouvez un porte-monnaie, c'est Monsieur Victor Cohen Sarcelles, oui. Alors, vous avez, Monsieur Cohen, j'ai trouvé votre porte-monnaie rue du Pavillon, là. Alors, c'est une mitzvah de ramener. Ça s'appelle Hashavat Aved. Il y a donc un commandement positif de la Torah de ramener un objet perdu à son propriétaire. Donc, il y a un chapitre entier qui est sur ce sujet. Comment aborder les détails de ce commandement. Bien. Il y a plusieurs commandements, c'est-à-dire dans la Torah, il y a 613 commandements, il y a 248 commandements positifs, 365 commandements négatifs. Par rapport à trouver un objet perdu et le rendre, il y a un commandement positif, c'est-à-dire le rendre, et un commandement négatif de ne pas le négliger. C'est-à-dire que tu le vois et tu dis, je m'en fous. Alors tu n'as pas le droit de te détourner de l'objet perdu d'autrui. Donc un commandement positif, un commandement négatif. Maintenant, cette histoire d'un objet perdu, pour essayer de réaliser ce dont on parle, c'est-à-dire c'est sauver le bien d'autrui. Prenons un exemple. Il y a un dégât des eaux qui se déclare chez toi et tu n'es pas chez toi. M'occuper d'arrêter le dégât des eaux qui est chez toi, j'accomplis un commandement de la Torah. C'est-à-dire, je sauve ton bien. Je sauve ton bien. Ce étant, je vais dire oralement la problématique posée par la Mishnah. Il y a, pour concrétiser, le sujet, c'est le suivant. Il y a mon objet à moi qui est en train de se perdre et l'objet de mon père qui est en train de se perdre. C'est-à-dire, pour concrétiser le sujet, il y a un dégât des eaux dans mon appartement et juste au même moment, il y a un dégât des eaux chez mes parents. Et mes parents ne peuvent pas s'occuper, pour des raisons que j'ignore, ne peuvent pas s'occuper de sauver leurs biens. Et je ne peux sauver qu'un seul des deux. De quel dégât des eaux je m'occupe? Celui des parents. Eh ben non. Voilà, la Mishnah nous dit, il y a mon objet à moi qui est en train de se perdre. Et l'objet de mes parents qui est en train de se perdre, c'est mon objet à moi qui passe d'abord. Regardons dans le texte. Et toc, ça commence, paf. On s'est fait bien eu sur ce coup-là. Comment? On s'est bien fait avoir sur ce coup-là. Ouais, et je crois que ça ne sera pas terminé. Quand on dit parents, c'est famille. Enfin, je veux dire, c'est. Non, je parle Non, papa, pas maman. Oui. Papa, maman. Si c'est tes enfants, Comment? est-ce que si c'est Raison de le plus. bien de ton enfant, Raison de plus. pour continuer de défendre le tien? Oui. D'accord. Non, Raison de plus. c'est au cas où. Raison de plus. Je prends donc la Mishnah, c'est là. Hein. Mishnah, Matnikim, Avedato. Avedato, c'est une Mishnah célèbre hein, pour ceux qui ont étudié le second chapitre, parce que le second chapitre de Baba Metzia est en général le premier chapitre qu'on étudie quand on fait du Talmud. Voilà, Et les enfants, les garçons à 10 ans, 11 ans, quand ils commencent à faire du Talmud, c'est pas ce deuxième chapitre qui commence. Et il y a un truc très rigolo, un peu plus loin. Attends, ne dis pas le suspense. Hein. Ça Attends, il y a le suspense d'enfer. n'a rien à voir. La Gemara a un débat sur faire souffrir, sur le fait qu'on n'a pas le droit de faire souffrir les animaux. Ok, bon, ça c'est un autre sujet. Non, je sais très bien que c'est un sujet. Ok, alors regardez la Mishnah. Avedato vavedat aviv. Avedato kodemet. Donc il y a l'objet perdu à lui et l'objet perdu de son père. C'est son objet perdu à lui qui prie. Alors Rashi explique dans
le Talmud, la Mishnah, le Talmud, est très concis et il faut des commentateurs qui nous développent. Le commentateur numéro 1, c'est Rabbi Shlomo Itzraki, qui était à Troyes au XIe siècle, fin du XIe siècle. Hein. Voilà. Donc Rashi explique que ici, ce dont on parle, c'est pour un objet conséquent. C'est-à-dire, si moi je perds mon bien, mais mon bien il coûte 50 €, et qu'il y a l'objet perdu de mon père qui coûte 150 €, oui, bon, ça va, là tu peux laisser tomber ton objet à toi. C'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est une perte significative. S'il y a une perte significative, c'est pour ça que j'ai parlé d'un dégât des eaux. Donc c'est une perte significative, alors là, je ne dois pas m'occuper de l'objet perdu de mon père. Je dois m'occuper de mon objet perdu. Ce n'est pas simplement que j'ai le droit de m'occuper de mon objet perdu à moi, mais je ne dois pas m'occuper de l'objet perdu de mon père. Deuxième proposition. Avedato vavedat rabo. Il y a mon objet perdu et l'objet perdu de mon maître, de mon vénéré maître, qui, grâce à lui, je ne suis pas devenu un voyou de la pègre. Ouais, il m'a rattrapé par le fond de pantalon, et il m'a fait découvrir les joies indicibles du judaïsme. Il m'a présenté mon épouse, il était le sandal de mes garçons, et que sais-je, que serais-je sans lui? Il y a mon objet perdu à moi, et l'objet perdu de mon vénère. Attention, ne répondez pas tout de suite. Respirez à fond. Respirez à fond. L'objet perdu à moi et l'objet perdu de mon maître. Évidemment, vous avez compris que c'est mon objet perdu qui prime. N'est-ce pas? C'est mon objet à moi qui prime, nonobstant le fait que ça soit mon vénéré. Avedato Vervedat Rabo, Shelo Kodem. Donc il y a l'objet perdu à lui et l'objet perdu de son maître, son objet à lui prime. Toujours avec la remarque que ici on parle d'une perte significative, pas de clopinette. Hein. Bien. Troisième proposition. Maintenant, la troisième proposition, je la souhaite à personne d'être confronté à ça. Avedat Aviv, Vavedat Rabo. Entre le père et le maître. C'est ça. Alors maintenant, il y a l'objet perdu de mon père et l'objet perdu de mon maître. Alors là, comme on n'est pas, comme là, je ne peux pas passer outre. Là, c'est pas mon bien, je peux passer outre à la limite. Mais là, il faut départager. Donc, disons, on est dans le cas comme ça. Il y a mon père et mon maître qui se promènent au bord d'une rivière. Ils ont tous les deux un très beau Streim. Ouais, ils ont un beau Streim. Un beau Streim. Il y a Les Sfarades ne comprennent pas tout à fait. Comment Les Sfarades ne comprennent tout ils à ont une fait. super. Non, La Streim, c'est des non mais ils ont chapeaux. vu, ils ont vu Rabbi Jacob. C'est vrai, Il n'est pas des conneries. ça y est. Mais Rabbi Jacob, c'est la base. je veux dire. Alors donc, il y a mon père, il a un très très beau chapeau, il y a mon maître, il a un très beau chapeau, et on se promène tous les trois au bord de la rivière, paf, un coup de vent. Il y a le chapeau de mon père dans la flotte, le chapeau de mon maître à la flotte. Et je peux rattraper qu'un seul des deux chapeaux. On ne les reconnaît Comme pas. Harry Potter. Comment? Je ne le reconnais pas. Si, il y a, mon père, il a une plume bleue à droite, et mon maître, une plume orange à gauche. Mais en fait, on sauve celui du cas biologique ou du cas spirituel? C'est ça la question. Eh ben, c'est ça. Alors, C'est ça la C'est ça vraie question. la question du Olam Haba. alors, il y a l'objet perdu de mon père ou l'objet perdu de mon maître. Suspense. Réponse, le maître. Terrible. Non, j'aurais dit cas biologique. On présuppose qu'ils ont la même valeur, il y en a plein qui est. Oui, bon, ça va, ça y est. Oui, ils ont la même La valeur. même valeur. Réponse, le maître.
Comment? Alors, à ma Le maître. droite, le Le père. biologique. Le père. Moi aussi, je Non, dis le mais père. j'aime pas père biologique, excusez-moi Valérie. D'accord, Tu le sais, père, le père, il y a le père. Le Et maître, moi, je dis le c'est père pas- aussi. Comment? Moi, je dis le père aussi. D'accord, oui. Parce que le maître, il ne pourra pas lui en vouloir d'être allé défendre le bien de son père. Et puis on peut avoir plusieurs Ouais, Alors, ouais. le père, ça va l'affecter qu'il défende le bien de son Et maître. puis on peut Ouais, avoir parce plusieurs que maîtres dans sa vie. hein. Non, ici on parle, on va voir qu'est-ce que c'est un maître. Je sais Oui, pas non, qu'est-ce mais que j'ai c'est un compris, maître. mais Ouais. Bah, celui que le maître, c'est, vous l'avez décrit, son maître Voilà. son maître Je spirituel, sais celui qui pas, lui a tout Il est appris. spirituel, s'il lui a appris des blagues, ça veut dire il est spirituel. Non. Ça veut dire- On avait compris qu'il lui avait appris des choses bien. Je sais pas, qu'est-ce que ça Mais veut on peut avoir dire, plusieurs maîtres dans sa vie. Comment? On peut avoir plusieurs maîtres dans sa vie, on n'a qu'un seul père. Tu vois Je suis pourquoi les d'accord chevaliers, avec ils vous. ont des mecs. Alors, mais Ça, je suis il était d'accord fatigué. avec vous que le C'est père ça. il risque de le prendre bien, mal, je veux dire. C'est pour ça que ce cas-là, je ne souhaite pas être confronté à ce cas, parce que même si le maître, c'est le Messie C'est le maître lui-même, écrit. Ah. ouais, Quelle c'est même si c'est Moïse lui-même. Il a écrit. Mais quand même, celui qui s'est réveillé la nuit pour te donner le biberon et quand tu avais 42 fièvres qui C'est sa t'amenaient mère, aux urgences, c'est pas le maître. Sa Donc, mère. si- C'est sa mère, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, je veux dire, qu'est-ce que c'est des conneries, ça ou quoi? On n'a pas le cas de la mère. La mère, pourquoi on en parlerait, la mère? Elle est Jeunesse, contente, on s'en fout. Elle est à la D'accord. cuisine. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça veut dire, le maître, disons, c'est Moïse, d'accord? Moïse, il est super bien. Il a même, on voit dans Moïse le Michel-Ange, il a des cornes là qui brillent et tout. Mais c'est pas lui qui s'est réveillé, qui est passé des nuits blanches quand tu avais 42 fièvres, etc. Donc, qu'est-ce que c'est rigolade? Non, mais c'est le maître, c'est le maître qui t'a conduit, c'est le maître qui t'a mené, c'est le maître qui t'a tenu le bras et qui t'a conduit sur la vie et qui va t'amener jusqu'à la vie, jusqu'à ta mort. Bah, il a lu la Enfin, suite. il va mourir. Il a pompé. Il a pompé. Non, j'ai pas lu la suite. Moi aussi, je connais la Mais suite. il y en a qui a- Non, j'ai pas eu la suite. Non, j'ai déjà fait ma mission, mais j'ai pas eu la suite. Alors, regardons la suite quand même. Nonobstant le fait. On y va. C'est choquant. Aveda Tov, Aveda Taviv, Aveda Trabo. Il y a l'objet perdu de son père et l'objet perdu de son maître. Le Talmud dit Shel Rabo Kodemet, l'objet perdu de son maître prime. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'argument. Pourquoi? Ah ouais, c'est intéressant. Pourquoi? C'est l'objet perdu de son maître. Chez Aviv, alors si vous voulez, ici nous allons voir la vertu d'étudier sur texte. Parce que l'intérêt est de voir dans les mots qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qui est proposé, dans les détails des mots. Chez Aviv, Evio Laolamazé, son père l'a amené dans ce monde-ci. C'est un passé. Son père l'a amené dans ce monde-ci. Verabo chez Lamdo Chorma Mevio Lechaye Olamava. Son maître qui lui a enseigné la Chorma. C'est quoi la Chorma? La sagesse. Ouais, disons, la sagesse. La connaissance, disons. Ouais, Le la savoir. connaissance, le savoir. Son maître qui a enseigné le savoir l'amène à la vie du monde futur. Alors, c'est un présent. C'est-à-dire, son maître, son père, l'a amené dans ce monde-ci. C'est un passé. Il l'a amené dans ce monde-ci. Et son maître qui lui enseigne Chorma, la connaissance, l'amène au présent à la vie du monde futur. Alors, vous m'avez demandé, c'est quoi le sujet du cours? Eh bien, c'est là que ça commence. C'est comme James Bond. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu un James Bond. T'arrives, tout de suite ça commence, il y a 2 morts. Tu as l'impression que tu as loupé le début. Et une fois que tu as 2 morts, ouais, et ça commence. La musique de James Bond. Voilà. C'est là, et ben, nous c'est pareil, ça veut dire, c'est là où maintenant le titre il va commencer. C'est quoi le monde futur? Or, on voit de cette Mishnah, son maître l'amène dans la vie du monde futur. C'est un présent.
et son père l'a amené au passé dans ce monde-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a pris là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce point? Son père l'a amené dans ce monde-ci. Et si vous voulez, c'est un paradoxe. Parce que ce monde-ci, c'est quelque chose de présent. Or, c'est présent comme un passé. Le monde futur, tu demandes à n'importe qui, ça a l'air d'être un monde plus tard. Alors là, il est présenté, il l'amène au présent dans le monde futur. Donc, à part ça, son maître lui enseignait Chokhma. Terme qu'on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est, en connaissance, savoir. Ça, j'aime pas trop sagesse, parce que C'est plus que ça. Là. sagesse. Intelligence. C'est l'intelligence. Euh, En hébreu euh, moderne. En hébreu moderne. Là, en hébreu moderne, oui, mais la Torah, c'est vous parlez yiddish? Non, non, je- Yo, Célèbre. Il y a Nathalie, il n'y a que Nathalie. Yo, moi. mais Célèbre. Moi, je parle pas yiddish, il ne faut pas que je fasse le malin. Je parle pas yiddish, il y a quelques mots. Par exemple, un malin, c'est chochem. Un chochem, c'est malin. C'est vrai qu'après, malin. Chokhma. Or, c'est étonnant parce qu'on pourrait attendre son maître qui lui enseigne. C'est pas la Chokhma, son maître lui enseigne la Torah. Ici, on parle, c'est la Torah. Ils vous ont prévenu. Là, c'est un cours de Torah, c'est pas autre chose. Donc, on va étudier de la Torah. Non, lui dit, son maître lui enseignait la Chokhma. Pourquoi tu dis pas la Torah? très très surprenant. N'est-ce pas? En général, un maître, il t'enseigne la Torah, il t'enseigne pas Chokhma. La Rochma, c'est surprenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je propose une chose suivante. Voilà la chose suivante. Son père l'a amené dans ce monde-ci. C'est-à-dire que nous, on nous a amenés ici, dans ce monde. Mais on nous a dit, par exemple, ici c'est la saison, outre les élections, c'est aussi la saison des examens, il faut bosser, machin, il faut avoir un bon boulot. Aujourd'hui, avec la conjoncture, si tu n'as pas un bon diplôme, tu es sur la masse. Et tout ça, c'est des conneries. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi faire ça? Pourquoi gagner sa vie? Pourquoi avoir une famille? C'est quoi tout ça? C'est des poncifs que j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que... Tout ça, je ne sais pas moi à quoi ça sert. Qu'est-ce que... On m'a amené dans un monde, on m'a dit il faut faire ça, dis bonjour au monsieur, bonjour à madame, il faut, il y a plein de choses dans la vie, il faut. On nous a dit il faut. Mais je sais pas moi, mais pourquoi? Mais pourquoi? Aujourd'hui on dit oui, ce qu'il faut, c'est bosser dans les startups. Maintenant, bon, Hachem, on avons un gouvernement start-up. Mais qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? À faire fructifier le grand capital, que ces mecs s'en mettent, ceux qui ont le plus de fric s'en mettent encore plus dans les poches et que les connards sur le bas sur le côté de l'autoroute de la réussite. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que je fous là? C'est bien gentil. Papa, maman, ils m'ont emmené dans ce monde-ci, mais explique-moi, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Comme dit Francis Cabrel, ça c'est pour les vieux. Mais quelle est ma place dans le trafic? C'est quoi ma place dans le trafic? Ils m'ont amené là. Mais pourquoi? Mon maître, on ne dit pas il m'a enseigné le Torah, il m'a enseigné les Chokhma. Qu'est-ce qu'il m'a enseigné, mon maître? Qu'est-ce qu'il m'a enseigné? Eh bien, il m'a enseigné une chose. Tu sais, mon coco, toi, tu passes avant moi. C'est ça que mon maître m'a enseigné. Ta problématique, qu'est-ce que moi j'ai à t'enseigner? Que ton problème, c'est ça qui est l'essentiel. Ta problématique est plus importante que la mienne. C'est ça ce qu'un maître il a enseigné. C'est ça la Chokhma. La Chokhma, mon maître, il m'a enseigné que je dois construire mes préoccupations. Je dois étayer mes interrogations.
Chokhma, les kabbalistes ils disent, c'est koachma, la capacité de poser des questions. C'est ça que moi j'ai à faire avec toi. Tes questions, elles sont importantes. Mais une question, c'est pourquoi? Ok, ça ne suffit pas. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, que Adam, la valeur numérique de Adam, c'est combien alors 45. 45, c'est même, et c'est quoi? Donc, c'est ma vie est une question. Mais le but, c'est d'étayer ces questions, d'en faire quelque chose, d'en faire une démarche. C'est ça, il m'amène à la vie du monde futur. La vie du monde futur, c'est commencer à prendre au sérieux mon existence. C'est ça ce que mon maître, il peut m'apprendre. C'est que toi, tu dois construire ton existence. Ton papa, c'est important. Ton maître, c'est super important. Mais toi, tu passes d'abord. Tu dois d'abord te construire. Toi, pas le monde, pas la société, pas le truc, pas le machin. Toi, tu dois te construire. C'est ça, mon maître. Alors, notre sujet, ça va être, pas seulement rester là, mais d'étayer c'est quoi, justement, la connaissance de la Torah. Et par cela, on va développer un peu qu'est-ce que c'est la vie du monde futur. Ok? Alors, pour cela, on va voir un passage, savoir qu'est-ce que c'est la Chokhma, justement. Parce que vous avez dit la sagesse, la connaissance, le savoir. On va essayer d'étayer qu'est-ce que c'est, justement, la Chokhma, la connaissance. Okay? Alors, je vous passe une photocopie dans le traité Yevamot. Vers les programmes. Bien. Alors, mon imprimante, elle a le rhume. Hein. Vous voyez, un peu de, je sais pas pourquoi, un peu des traces. Bien. Parce que je vais refaire le premier mot. Tiens, on en avance quelque chose. Bien. Alors, regardez, c'est dans le traité Yevamot. Nous sommes au milieu de la page. Donc ça, jusque-là, c'était la Mishnah. Maintenant, on va faire du Talmud. Hein. Donc là, c'est Rabbi Akiva, Resh Aïn, Rabbi Akiva, Omer. Rabbi Akiva dit, Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva dit. Donc, Rabbi Akiva, avant de voir le texte, Rabbi Akiva, puisque maintenant toute notre étude va tourner autour de l'enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est contemporain de la destruction du Second Temple, donc destruction du Second Temple, si je ne m'abuse, 70 de l'ère commune. Il était jeune à cette époque et il a longtemps, il était ignorant. Il était en Israël, en Eretz Israël, en terre d'Israël, et il ne voulait pas étudier la Torah. Ça ne l'intéressait pas. Il pensait que les gens qui étudient la Torah sont des enfoirés. Comme ça, le Talmud dit, il trouvait que c'était des gens orgueilleux et que leur étude les rend... ils donnent l'impression d'être supérieurs aux autres et ils ne pouvaient pas les blairer. Voilà. Et c'est religieux imbuvable. Je trouvais que c'était absolument imbuvable. Et il était berger de quelqu'un qui s'appelle Kalva Savoie, et la fille du berger, Rachel, trouvait que c'était un type super, ce Akiva. Entre parenthèses, le père de Rabbi Akiva était un converti, la mère de Rabbi Akiva était née juive, mais le père de Rabbi Akiva n'était pas né juif, c'était un converti. Et elle trouvait que ce type était absolument super. Il lui a dit, tu sais, c'est dommage que tu restes berger, il faut que tu ailles étudier la Torah. Ouais, le Talmud dit, c'est des enfoirés. Alors, elle a dit, non, c'est vraiment pour toi, tu veux voir, va étudier, on se marie. Et alors, ça l'a convaincu. Il est allé étudier, et pas seulement il a commencé à étudier, il avait 40 ans, et il est devenu pas seulement le plus grand maître de sa génération, mais le maître principal sur plusieurs siècles. Voilà.
On dit que c'est le plus grand maître de l'époque de la Mishnah. Alors, le texte dit comme ça. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit Lama Torah beyalduto, inmod Torah beziknuto. Rabbi Akiva nous dit l'enseignement suivant. Si quelqu'un a étudié la Torah dans sa jeunesse, qu'il continue à étudier la Torah dans sa vieillesse. Il continuera ou qu'il continue? Qu'il continue. Il doit continuer. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, c'est pas comme un cursus universitaire où tu as, je sais pas moi, tu as eu ton doctorat de machin, maintenant tu passes à autre chose. Non, il n'y a pas de doctorat. Tu as étudié, tu continues à étudier. Tu as étudié beaucoup, continue à étudier. Voilà. Ayulo talmidim beyalduto, yulo talmidim zeklut. Si quelqu'un a eu des élèves dans sa jeunesse, qu'il continue à avoir des élèves dans sa vieillesse. Ça, c'est intéressant parce que, disons, moi, c'est mon activité d'enseigner. À un moment, on en a sa claque. Alors, je ne sais pas s'il y a des enseignants ou des enseignantes parmi vous, mais chaque métier a ses difficultés, mais enseignant, c'est particulièrement éreintant, fatigant, t'en as marre, c'est les enfoirés, ils comprennent rien. Ouais. Et à un moment, tu as envie de passer à autre chose. Alors Rabbi Akiva, il dit, non, passe pas à autre chose, continue. Continue. C'est bon. C'est vrai que c'est bien senti. C'est bien senti, parce qu'un enseignant, à un moment, il y en a vraiment, il aimerait faire vraiment autre chose. Alors lui, il dit, non, continue. Et le Talmud dit que justement, chez Neymar, Baboker, Zra et Zarecha, il apprend ça d'un verset, que dans ta jeunesse, sème ta semence, et dans ta vieillesse, continue. Et le Talmud dit que cet enseignement de Rabbi Akiva, lui-même l'a vécu. Pourquoi? Amrou, on rapporte. Shneim asar elev zugim talmidim mayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Donc, il a commencé avec rien, il ne connaissait rien du tout. Et il a étudié beaucoup, chez deux maîtres particulièrement, Rabbi Eliezer ben Orkanos et Rabbi Yoshua. Et pas seulement il est devenu un grand maître, mais il a révolutionné l'époque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la génération après la destruction du Second Temple. C'était une génération détruite. Et il a régénéré complètement le peuple juif. 24 000 élèves, c'est quand même balèze. Il avait 24 000 élèves. Voilà. Mais Givat à Antiparas, d'un lieu-dit qui s'appelait Givat jusqu'à Antiparas, il y avait toute une région, c'était les élèves de Rabbi Akiva. Des Kulam Metu Beperek Echad. Ils sont tous morts dans une même période. Il y a eu une épidémie et les 24 000 élèves sont morts. Donc c'était une catastrophe. Alors, pour bien sentir le problème, c'est comme ça. Que Rabbi Akiva, comme on l'a dit, c'était après la destruction du Second Temple. Destruction du Second Temple, c'était un cataclysme. C'était un cataclysme. Si vous voulez, c'est pas la même chose, mais il y a eu, le peuple juif a eu des cataclysmes cosmiques. Il y a eu l'expulsion d'Espagne, ça a été un cataclysme. Quand on voit historiquement l'expulsion d'Espagne, les Juifs ont construit l'Espagne. Les Juifs ont construit l'Espagne. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, moi je me dis qu'à Dieu ne plaise, c'est comme s'il y avait l'expulsion des Juifs des États-Unis. Il n'y a pas que les Juifs qui ont construit les États-Unis, il y a les Irlandais, il y a les Suédois, il y a les Italiens, il y a les Espagnols, il y a plein. Mais disons, si tu enlèves les Juifs des États-Unis, c'est pas les États-Unis. L'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était pareil. L'Espagne, c'est les Juifs qui ont construit l'Espagne. Tu vois, historiquement, c'est les Juifs qui ont construit l'Espagne. L'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était pas possible. Un truc pas possible. C'est un cataclysme. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale, tout le monde sait le cataclysme que ça a été. Eh bien, la destruction du Second Temple, c'est un cataclysme absolu. Rabbi Akiva, on pourrait dire, c'est le renouveau, c'était le Emmanuel Macron de l'époque. Ça veut dire,
C'est... Ça. Là, si vous voulez, C'est un c'était... dictateur, quand même. Le peuple juif était complètement à plat. Et pas seulement, c'était un ignorant. Un ignorant devient la star de la Torah. Et pas seulement un star de la Torah, il reconstruit, tout le monde participe à l'étude de la Torah. Et tout ça, ça se termine au cimetière. Khalas. J'espère que le parallèle va pas continuer. Non, mais ce sera que les disciples de Macron, alors moi. Alors, mais le Talmud continue. Ils sont tous morts. Mais c'était une catastrophe. Il y avait un espoir. Et paf! Et le Talmud dit. Le Talmud donne une raison pour laquelle ils sont morts. Ah, ça, j'ai jamais compris. Il dit Kula metu. Voilà. Beperek echat. Mipne shelo nagu kavod zelazé. Je laisse M. Veil, notre sympathique candidat, nous traduire. Ils ne se sont pas respectés, ils ne se sont pas donné le kavod l'un vis-à-vis. Mais d'accord, mais kavod traduit. Kavod, c'est du respect. Kavod, c'est de l'honneur. Voilà. Non, c'est de plus que du respect. C'est de l'honneur. Ils ne se pas honorés. conféraient pas d'honneur mutuel. Ils sont tous morts dans une même période. Une même période, c'est-à-dire dans un espace de 3 mois, il y a une épidémie qui a ravagé tous ces 24 000 élèves. Il n'y en a pas un qui en s'en est sorti. Si, il y en a 4. Il n'y en a pas un! On parie qu'il n'y en a pas un. D'accord? Il ne faut pas m'énerver parce que je suis Sinon, Benoît. tu traduis plus. Hein. Je suis Benoît, mais il y a des limites à ma Benoîtude. Alors, regarde. Mais, regarde. Ils sont tous morts, il n'y en a pas un qui en a réchappé. Et le Talmud dit pourquoi? Parce qu'ils ne se conféraient pas du respect mutuellement. Ça, c'est un truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette phrase talmudique? D'abord, laisse-les mourir. On s'en fout pourquoi ils sont morts. Qu'est-ce que tu peux dire que quelqu'un il est mort parce que? Voilà, j'ai un, je sais pas moi, j'ai une cousine, c'est une histoire vraie, elle est morte à une certaine époque, il y a longtemps, elle avait 22 ans, elle est morte d'un accident de voiture à 22 ans, d'accord. Mais parce que, Franck, qu'est-ce que tu dis, parce qu'il est taré ou quoi? Parce que, laisse-la, qu'est-ce que t'en sais, parce que elle est morte, un accident de voiture, parce que, bon, si tu dis elle était droguée, elle ne savait pas comment elle conduisait, bon, elle avait trop d'alcool dans le sang, d'accord, mais enlevons ça. Elle a un accident de voiture, Le Talmud dit, ils sont morts parce qu'ils ne se conféraient pas de ce même thème. D'abord. C'est une interprétation de quelqu'un. D'abord. Comment je peux dire que 24 000, sur les 24 000, il n'y en a pas un qui était cool avec son copain? Il n'y en a pas un. Deuxièmement, c'est pas tous les enfoirés qui meurent d'une épidémie. Je connais des gens, ils sont mal embouchés, ils vivent encore. Il y a des gens, ils ont aucun sens de la relation à autrui et ils vivent encore. Je veux dire, alors pourquoi ces élèves-là, c'est une raison pour mourir? C'est bizarre, non? Et comment on peut affirmer qu'ils sont morts? Alors continuons, si il n'y a pas trop de questions, si vous n'avez pas trop une overdose de questions. Ils sont tous morts. Veya olam shamem. Le Talmud dit le monde était complètement détruit. Ben oui, parce qu'après tout ça, après cet espoir qui s'est terminé dans l'épidémie, les gens ne voulaient plus étudier la Torah. Les gens, ils étaient désespérés. Ils ont dit, c'est ça, étudier la Torah. Ils n'avaient plus envie, Fasnish, c'est fini. Il n'y a plus de... Il n'y a plus envie, quoi. Ils sont tombés dans un désespoir total. Ad Sheba Rabbi Akiva, El Sel Rabotenu Sheba Darom Veshana Lahem. Et alors, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez nos maîtres qui sont dans le sud. Alors, par rapport à ta remarque de Marc tout à l'heure,
C'était pas ses élèves jusqu'à maintenant. Ah oui, je crois qu'il y en avait 4 qui avaient survécu. Non. Ok, d'accord. Il est allé, J'avais jamais fait cette voilà, ils sont allés chez les maîtres qui habitaient dans le sud d'Israël. Il leur a enseigné et il a eu 5 élèves à la fin. Qui sont ces élèves? Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer ben Shamoua, et et c'est eux, grâce à ces 5 élèves qu'il a eu finalement à la fin, que toute la Torah que nous avons s'est transmise par ces 5 élèves. Alors là, je ne comprends pas. Rabbi Akiva, les maîtres qui vivaient à cette époque, ils auraient dû lui dire, Rabbi Akiva, tu n'as plus le droit d'enseigner. Regarde, tes élèves, disons qu'on accepte, pour une raison ou pour une autre, que c'était des enfoirés, ces élèves. C'est ça tes élèves. Bah oui, c'est lui qui les a fait ce qu'ils sont. C'est ça tes élèves. Tes élèves, là, que l'Oda, Goukavod, Zelazé, qui se conduisent comme des pétasses les uns avec les autres, et tellement que c'était clair qu'ils sont morts à cause de ça, on t'interdit d'enseigner. Et il a continué à enseigner. Et d'autre part, tu peux dire la chose autrement. On parle de dur métier, chaque métier a ses difficultés. Mais enseigner, c'est particulièrement difficile. Parce que des fois, on a des satisfactions, on a des bons élèves. Mais il y a des fois, tu as des élèves qui tournent mal. Tu as un élève qui tourne mal. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des élèves que, ça veut dire à la limite, ils ne m'auraient pas fréquenté, ils auraient pas été ce qu'ils sont négativement. Je sais qu'ils étaient moins pires avant qu'ils me connaissent. Ah, c'est terrible ça. C'est terrible. Bah oui. Bah oui, Et l'autre 24 000, ça fait 24 000 Alors terribles. là, on dirait que ça faisait partie, puisque tous les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient sous ce mode ravageur. Alors le Rabbi Akiva, il aurait pu être dégoûté d'enseigner. Comment il n'a pas été dégoûté? Comment Rabbi Akiva dit, mais si ça donne ça, mon enseignement, si mon enseignement les perturbe, et je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, il y a à l'époque de Vercingétorix à Paris, il y avait un type qui s'appelait Jacques Lacan. Autrefois, au siècle dernier. C'est un type qui était qui a soulevé beaucoup de polémiques, parce qu'il a plusieurs de personnes qui se sont fait psychanalyser chez lui, qui se sont suicidées. Plusieurs. Il y a pas un, pas deux, plusieurs. Et parmi les plus proches de lui, qui se sont suicidés. C'est un taré. Un taré. C'est un danger. C'était un médecin. Un médecin, il y a un serment d'Hippocrate. Tu peux pas devenir en aide aux gens et les aider. Si le résultat, c'est que les mecs qui se bousillent, c'est que tu fais mal ton boulot. Rabbi Akiva, 24 000 élèves, tous dans le cirage. On dit, oui, mais Rabbi Akiva, il a continué ensuite. Arrête! Il est complètement... il est autiste ou quoi, ce type-là? Autiste. C'est un autiste. Tellement que ces élèves-là, qu'il y a une période traditionnelle dans la vie juive, entre Pessah et Shavuot, où pendant 33 jours, on fait un genre de deuil en honneur de ces élèves de Rabbi Akiva. Donc c'était vraiment, cette catastrophe est encore signifiée de nos jours. Entre Pessah et Shavuot, ça dépend des coutumes, mais la plupart des coutumes, c'est entre Pessah et Shavuot. Par exemple, les hommes, on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, on ne fait pas de mariage. Entre Pessah et Shavuot, c'est à l'Ag Baomer qu'on commence à faire des mariages. Pourquoi? À cause de cette histoire. Comment Rabbi Akiva, il a pu continuer à enseigner? Alors je me suis posé cette question longtemps,
Et au fil de mes pérégrinations talmudiques, j'ai trouvé un texte dans le traité Nedarim qui, me semble-t-il, explique qu'est-ce que c'était l'enseignement de Rabbi Akiva, et nous allons voir ça. C'est bouleversant. Alors, le sujet, dans le 4e chapitre du traité Nedarim, c'est la mitzvah d'aller voir des malades. Quand quelqu'un est malade, il y a une mitzvah dans la Torah, c'est aller voir les malades. Ça s'appelle Bikur Cholim. Allez voir les. C'est une mitzvah très très importante, comme on va le voir justement dans le texte. C'est très important, parce que quelqu'un est malade. Comment on dit malade en hébreu? Cholé. 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 Je suis désolé, souvent j'ai des bonbons avec moi pour les bonnes réponses. Je suis désolé. Une cerise. Je suis Une désolé, cerise. Une c'est pas le cerise. matériel pédagogique. Une cerise. Ah là là là. Cholé. Le mot, ça veut dire cholé. Le mot cholé est le même mot que chol, qui veut dire comment? Le sable. Le sable. Ouais. Qui veut dire le sable, qui veut dire aussi profane. Voilà, profane. On peut expliquer qu'un malade, il y a quelque chose de profane dans le malade, en cela qu'il est seul dans sa maladie. Il est seul dans sa maladie. Le fait d'aller voir le malade, de tisser un lien, même minime, le sort quelque part de sa solitude. Je pense que chacun a expérimenté cela. Quand quelqu'un il souffre, il est malade, même s'il dit aïe, même s'il il est dans son truc, il est fermé dans son truc. Il est enfermé dans sa souffrance. Cet enfermement fait que le lien, il y a un lien qui s'est rompu. Aller visiter le malade, tu retisses un lien, tu le remets dans, on pourrait dire, la sainteté. La sainteté, c'est un lien. Donc c'est quelque chose de vital. Aller visiter des malades. Alors, le Talmud, j'ai pas fait la photocopie de la page d'avant parce qu'il y avait deux mots. La Gemara dit que dans la yeshiva de Rav Kahana, il y avait une école talmudique, et dans sa yeshiva, il y a dans la yeshiva de Rav Kahana, et là on commence en haut. Alors par contre, ça c'est pas en hébreu, c'est en araméen. Je vais le lire. Hein. Rav Chelbo Baïsh. Rav Chelbo, c'était son nom, le rabbin Chelbo. Baïsh, il est malade. Lo ika dekate, Rav Kahana dit, personne ne va le voir. Rav Chelbo est malade, personne ne va le voir. Amar Léou, il leur a dit. Loka raya maase betalmid echad betalmidei Rabbi Akiva shechala. N'est-ce pas qu'une fois, c'est arrivé, il y a eu un élève de Rabbi Akiva qui est tombé malade. Lo nirnesu chachamim levakro. Les chachamim ne sont pas rentrés pour le visiter. Donc, Rav Kahana dit, vous savez, Rav Chelbo, il est malade, il faut aller le visiter. Parce qu'une fois, c'est arrivé, il y a eu un élève de Rabbi Akiva qui est tombé malade, et lo nirnesu chachamim levakro. Traduisons ça. Ils ne sont pas venus. Comment? Ils ne sont pas venus le visiter. Qui n'est pas allé le visiter? Les Chachamim. Les Rachamim. Après, Donc les élèves. Donc, C'est ça. comment on traduit les Rachamim? Les élèves. Non, Non, Chachamim. les Chachamim, les sages. Les sages, Ouais, encore au-dessus. Non, alors on ne peut pas traduire Chachamim par sage, parce que là, c'est Non. pas sage. Hmm. Non. Il n'y a pas de sagesse de ne pas aller visiter un malade. On dit les sages, enfin Les sachants. Chachamim, Les sachants. Connaissants. Les sachants. Les les sachants. savants Les savants. Ouais, ça va. ne sont pas allés le visiter. Un élève de Rabbi Akiva est malade. Les Chachamim, les Chachamim ne sont pas allés visiter. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire?
Vous voyez le scandale atomique? À l'état d'esprit. Vous voyez l'ambiance? Donc là, maintenant, au détour d'un passage dans Talmud, on se retrouve dans les yeshivas de Rabbi Akiva. On voit un peu l'ambiance qu'il y avait. Il y a un élève est malade, les Chachamim ne vont pas le visiter. Chacham, on l'a vu tout à l'heure dans la Mishnah, c'est les savants ou les connaisseurs, Ceux qui savent. et ils savent quoi. Ça va être N'importe ceux qui quel étudient. gosse qui était au Talmud Torah, quelle que soit l'obédience du Talmud Torah, on apprend que ça fait partie du judaïsme d'aller voir les malades. Que ce soit du consistoire, de Copernic ou de tout ce que vous voulez, c'est Osei, n'importe qui apprend que ça fait partie du judaïsme d'aller voir les malades. C'est une des premières choses. Que l'entraide fondamentale du judaïsme, machin, c'est une des bases. Et là, les mecs, c'est des savants, ils ont un copain malade, dégage pas tard. Et le Talmud, ils appellent les Chachamim, ils vont pas le visiter. C'est pas des Chachamim, c'est des salauds. C'est des... Je sais pas, j'ai pas l'habitude de dire des gros mots, mais mettez tous les gros mots que vous voulez, ils vont être bons. Ils sont pas bien. Non? C'est des gens C'est normaux. pas des gens bien. Comment? C'est des gens normaux, quoi. Non, oui. Ouais, bah, Bon, ils ont autre chose à faire. Non, Bah non. Ils ont autre chose à faire. Ils avaient plus à faire, ils devaient étudier. Alors, non, Après, c'est non. C'est de la blague. Non, c'est excellent. Non, là est le sujet. Bah oui, non, mais c'est Là, ça. là, Eux, voilà. c'est ce qu'ils ont estimé, qu'ils avaient mieux à faire que d'aller voir le gars. Qu'est-ce Il fallait qu'ils avancent dans leur étude. Oui, qui perdaient leur temps, allez voir. Ils n'allaient Ah, pas d'accord. quand même aller voir ce gars. Regarde, je comprends. Il y a quelqu'un, il va avoir un examen, il a passé Maths Sup, Maths P, il a un examen demain, il a un examen, machin, on lui dit à son pote avec qui il a préparé l'examen, il est malade, il se trouve à l'hôpital Cochin. Il prépare son internat, je veux dire, je vois, j'ai des élèves, quand ils préparent l'internat de médecine, les mecs, ils sont psychorigides dans leur préparation d'internat. Ah oui. Ouais, là, ça, là, la grosse psychorigide. Les mecs, ils ont un pote avec qui ils ont préparé, ils se trouvent à l'hôpital, là, machin, médule. À Bror. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez-y, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dites-moi. Ils vont l'appeler. Comment? Ils iront le voir après. Non, ils vont En l'appeler, espérant qu'il meure pas. ils vont l'appeler, ils vont lui envoyer un WhatsApp, un petit audio, une petite vidéo sur WhatsApp. Salut, j'aimerais bien venir, mais je peux pas parce que demain il y a l'internat, machin. Ok. Bon, mais ça, à la limite, ça n'a rien à voir entre préparer un examen de maths ou d'internat. Bon, l'internat, ça va avec la santé, mais bon. Mais là, c'est la Torah. La Torah, si tu n'appliques pas ce que tu étudies, c'est quand même, c'est mal barré. Alors vous dites, et je pense à raison, qu'ils pensent qu'il faut étudier et on fera ça plus tard. On appelle ça Chachamim. C'est Chacham, ça? C'est bizarre, non? Alors continuons le texte. Ils ne sont pas rentrés. Venirna, ils ne sont pas allés le voir. Ils ne sont pas rentrés voir. Venirnas Rabbi Akiva le Vakro. Et Rabbi Akiva, lui, donc le maître, il est allé voir l'élève. Ou bishvil shekivdo vechitzo le fanav chaya. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait grand-chose. Il a balayé le sol et aspergé le sol d'eau. Parce que c'est au Moyen-Orient, donc il y a 2000 ans, c'était de la terre battue. Et quand il fait chaud, la poussière, et ça devient irrespirable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a balayé, ouvert les fenêtres, aspergé de l'eau pour que la poussière n'aille pas. Au bishvil, chez Kivdo, Vechivtso, le Fanav Chaya. L'élève, il s'en est sorti. Amarlo, Rabbi, tu m'as sauvé la vie. Yatsa Rabbi Akiva Vedarash. Rabbi Akiva est sorti. Il a rassemblé ses élèves, il a fait le cours suivant. Kolmi shen mevaker cholim kelu shofer damim. Celui qui ne va pas visiter un malade, c'est comme s'il versait du sang. C'est-à-dire que
tu as la capacité de le faire vivre. Si tu n'appliques pas cette capacité de le faire vivre, simplement en allant le voir, en ouvrant la fenêtre, en amenant en pressing ses chaussettes qui ne sont pas bonnes, eh ben, rien qu'en faisant ça, eh ben, tu peux lui sauver la vie. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu le tuais. On peut se poser la question. Rabbi Akiva, il aurait pu crier sur ses élèves. Non, il leur enseigne ça calmement. Alors on peut se poser la question, c'est quoi ces élèves? C'est quoi cet enseignement? Comment on dit les Chachamim ne sont pas allés le visiter? Ils boycottaient en fait, peut-être. Comment? Ils boycottaient. Non. Les élèves de. Non, Oui, peut-être. Non, c'est juste effectivement qu'ils considéraient que l'étude était plus importante que... Alors, J'ai regarde. l'impression qu'ils boycottaient. Regardez, il y a un enseignement complémentaire en vérité qui nous explique comment s'est passée l'étude même que Rabbi Akiva a eue auprès de ses maîtres. On a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que Rabbi Akiva a commencé à étudier à 40 ans. Et comme Rachel, la fille de Kalba Savoie, a trouvé ce type, il était super. C'était un type super. Qu'est-ce que ça veut dire, c'était un type super? Le Talmud rapporte qu'au début de son étude, Rabbi Akiva, à l'époque, ils marchaient, ils allaient, quand ils voyageaient, les voyages c'était à pied. Ils allaient de village en village à pied. Et en marchant, en rase campagne, il a trouvé un cadavre sans sépulture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cadavre sur ses épaules, et pendant Guimel par Saoud, c'est-à-dire 3 fois 4 km, c'est une mesure, une par ça, c'est 4 km, c'est-à-dire 12 km, il a porté ce cadavre sur ses épaules pour l'amener dans un cimetière. C'était en Israël, donc c'était un juif. Pour l'amener dans un cimetière, le plus proche cimetière juif était à 12 km. Il a porté ce cadavre sur ses épaules jusqu'à ce qu'il amène au cimetière juif. Et il l'enterre. Il est arrivé, donc en retard à la séance d'études, et il a expliqué à ses maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua lui ont crié dessus. Ils lui ont dit, tu n'as plus le droit de faire des mitzvot. Ce que tu as fait, c'est un crime. Pourquoi? Double crime. Ouais. Double crime. Pourquoi? Parce que les maîtres ont dit, ah, t'es un ignorant, t'es un pauvre type, Rabbi Akiva. On n'a jamais vu un taré comme toi, un imbécile comme toi, pauvre type. Akiva, t'es mal barré. T'es vraiment mal barré. Monsieur croit qu'il fait des choses extraordinaires. Je sais pas, vous avez déjà promené avec un cadavre sur les épaules? Alors, raconte-nous un peu. Ah. Bon, moi je peux vous dire, j'ai déjà eu un cadavre dans les bras. Parce que, X années, mon beau-père est décédé dans mes bras. Bon, ça m'est arrivé. Et ça n'a pas duré très longtemps. Mais là, 12 km avec un cadavre. D'abord, il faut être costaud. Et puis, ça veut dire, c'est une expérience, ce que veut dire. Lui, il pensait, Rabbi Akiva, il a fait un truc incroyable. Et il veut dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait. C'est maintenant, Rabbi Akiva, arrête de faire des choses comme ça. Rabbi Akiva, tu ne dois plus faire des commandements. Ne fais pas. Étudie. Ce que madame disait tout à l'heure. Étudie. Ne fais plus de mitzvot. Pourquoi? Les maîtres, ils ont dit, un cadavre sans sépulture, abandonné comme ça, les sages ont exproprié le lieu où on l'a trouvé, tu dois l'enterrer là, à l'endroit où tu l'as trouvé. C'est tellement important de donner une sépulture à quelqu'un que si c'est un cadavre connu, etc., qui a des proches qui vont... Alors il faut le mettre dans un cimetière. Mais si c'est un cadavre sans sépulture qui est comme ça, laissé à l'abandon, ils ont exproprié les propriétés. On parle en Israël que les propriétaires, tout le monde était juif. On exproprie et cet endroit est acquis pour l'enterrer. C'est tellement important de donner une sépulture que tu aurais dû, si tu avais appris, tu aurais dû. Donc monsieur, ma pose, accent circonflexe. Monsieur croit qu'il fait des choses pour la gloire de Dieu. Ça n'est que du narcissisme. Monsieur Akiva,
il croit qu'il fait des choses bien. C'est un connard. C'est quelqu'un qui se fait plaisir. Tu te fais plaisir. Monsieur fait des mitzvot. Qu'est-ce que c'est ces mitzvot? Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est les mitzvot de la Torah. Tu crois faire du bien. En vérité, tu ne fais que du narcissisme. Tu te fais plaisir à ton nombril. On t'interdit de faire des mitzvot. Il faut apprendre qu'est-ce que c'est. Oui, les élèves de Rabbi Akiva, c'est ça l'enseignement de Rabbi Akiva. On doit apprendre. Une fois qu'on a beaucoup appris, peut-être on pourra appliquer des choses. Mais tant que tu n'as pas appris, par exemple, regardez, le respect des parents. Comme c'est beau le respect des parents. Le respect des parents, je t'en donne 2 couches. Ouais, le respect des parents, vous m'en donnerez 3 kilos. 3 kilos de respect des parents. Mais qu'est-ce que c'est le respect des parents? Tout à l'heure, on a commencé le sujet. Il y a mon objet perdu, l'objet perdu des parents. Ton objet perdu. Prenons un autre exemple très concret. Dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est le livre de droit juif. Quelqu'un, il veut épouser une femme. Les parents ne sont pas d'accord. Les parents ne sont pas d'accord. Alors, évidemment, il y a des critères. Par exemple, on parle dans un contexte juif, un contexte de Torah, il y a des choses, par exemple, qui juridiquement rendent impossible un mariage. Ok, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des raisons, parfois, qui font qu'un mariage est illicite. Mais disons que la jeune femme que leur fils trouve est au niveau juridique complètement cachée. Pour faire simple, d'accord? Les parents s'opposent. Bon, si le fils il trouve que l'argument des parents c'est des bons arguments, que c'est des gens qui ont de la bouteille, ça vaut le coup les écouter, l'affaire s'arrête là. Mais disons qu'il y a conflit. Les parents disent non, on n'est pas d'accord, non, nous on est de Meknes, quelqu'un de Fès, jamais. Jamais, je préfère que tu nous marches dessus, une fille de Fès, jamais. Jamais. Dans le Shulchan Aruch, il n'a pas écouté les parents. Ça ne rentre pas du tout dans le concept de respecter les parents. C'est pas ça le respect des parents. C'est pas ça le respect des parents. Respect des parents, c'est s'occuper concrètement de ses parents. On ne demande pas d'être d'accord avec les parents, pas d'accord. Ça ne rentre pas dans le commandement. Donc si vous voulez, il y a des choses, on croit, on croit que ça fait partie dans le commandement, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu peux même te gâcher la vie parce que tu ne sais même pas c'est quoi Rabbi Akiva. C'est comme l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il croyait qu'il fallait absolument l'amener dans un cimetière juif. Il croyait. Il croit. Et pour cela, il a fait un truc d'héroïsme. Monsieur fait de l'héroïsme. Mais l'héroïsme de quoi? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas qu'est-ce que la Torah te demande. Arrête de faire des mitzvot. Arrête. Arrête de... Étudie. Arrête de faire des mitzvot. Je vous donne un exemple. Le chesed, c'est extraordinaire. Le chesed, c'est la base de la vie juive. Aller voir les malades, etc. Mais d'abord, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Aller voir les malades. Prenons le chesed. Dans notre tradition, on dit que recevoir, par exemple, des voyageurs, achnasat orchim, des invités, c'est fondamental. Il y a des gens qui disent « Ouais, t'as la famille Tartampion. La famille Tartampion, c'est des gens extraordinaires. Tous les Shabbats, il y a plein d'invités chez eux. » Moi, je dis ça, c'est des bêtises. Avoir des invités chez soi, c'est très très important. Un Shabbat, il faut qu'il y ait des invités, mais de temps en temps. Si tu as des invités tout le temps, tu ne peux pas être présent avec ta femme, tu ne peux pas être présent avec tes enfants, tu fous ta famille en l'air. Donc, c'est une mitzvah. Il faut savoir de quoi on parle. Tu as du baratin, c'est la même chose. Tu as du baratin. Oui, il faut faire du chesed, c'est des gens extraordinaires. C'est la maison d'Abraham, il y a toujours plein de gens chez eux. Par exemple, là, c'est quelque chose, je prends un exemple concret. Avec mon épouse, quand j'étais jeune marié, moi je croyais qu'il fallait tout le temps avoir des invités.
Alors, comme je suis un peu intello, vous avez peut-être un peu remarqué. Alors, on partait dans des discussions, voilà, parce que je pensais qu'il fallait à table beaucoup discuter. Grâce à Dieu, on a eu des enfants qui étaient en bas âge, et c'était un balagan. Mon épouse a dit, moi je veux plus qu'il y ait d'invités. Je veux plus que cette sérénade. Une fois, et c'était tellement prise de tête, qu'on a une de nos filles qui était petite à l'époque, qui a 19 ans aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Plutôt ce soir, le 19 juin, elle a son anniversaire de 19 ans. Et quand je sais pas, elle avait 2 ans ou 1 an et demi, elle s'est mise, vous savez, un vendredi soir, on avait comme ça des invités, on appelait la dispute, et c'est parti dans des discussions, et les mots nous traînaient, ils s'ennuyaient, c'était absolument insupportable. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait, vous savez, les piles boutons. Elle s'est mis une pile bouton dans le nez. Après, il a fallu la nuit de Shabbat que je l'amène à l'hôpital et en plein milieu de la nuit, sous anesthésie générale, ils m'ont enlevé la pile. La nuit, c'était balagan. Ça veut dire, c'est sûr que du chesed, c'est la base de la vie juive, mais il faut apprendre à faire du chesed. Il faut apprendre. Si, c'est ça la chokhma, c'est ça l'enseignement de Rabbi Akiva. L'enseignement de Rabbi Akiva, qu'il a reçu de ses maîtres, c'est arrêtons de nous raconter des histoires. J'avais un maître qui est décédé très jeune, qui s'appelle Rav Binyamin Ringer. Il dit, nous on fait dans notre vie, on fait du chialage, on se fait plaisir. C'est du chialage. Ouais. L'attention à l'autre, ouais, le style Lévinas mal digéré, ouais, l'altérité à la noix de coco, ouais, ça veut dire, ouais, la base du judaïsme, c'est le chesed. Mais le chesed, tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais pas comment ça se vit. Apprends, après tu verras. Alors évidemment, l'enseignement de Rabbi Akiva, il était extrémiste là-dedans. Il a dit, en vérité, pour arriver à cette dimension de prendre au sérieux mon existence, c'est ça la chokhma. La chokhma, c'est prendre au sérieux. Il faut une coupure radicale avec la manière bidon d'aborder les choses. Donc c'est sûr, les élèves de Rabbi Akiva, par rapport, vous voyez, dans la communauté, il y a des idées mal dégrossies, que tu lis dans l'Actu-J, toi t'as Actu-J, t'as l'Arche, pour ceux qui ont du fric à foutre en l'air. Mais non, mais Marc, c'est le sujet. Les élèves de Rabbi Akiva, ils ne supportaient pas ces bondieuseries, ces idées reçues. Alors c'est sûr, les gens, ils disaient, c'est des gens hautains. C'est ça, l'onagou kavod zelazé. Oui, mais c'est évident, c'est là où tu arrives à un problème. C'est ça, l'onagou kavod zelazé. Mais alors, attends. Tu arrives exactement, tu as un problème très commun aujourd'hui à ce que j'appelle l'extrémisme de la halakha. Donc les gens, ils en sont arrivés à essayer, les héros, ils n'ont pas le savoir qui va avec en général, et ils en sont arrivés à essayer de faire des choses ultra parfaitement, ou quitte à limite à se comporter, parce que c'est le cas, là, l'histoire du... Comme des enfants. Pourquoi le mieux est l'ennemi du bien, quelque part. C'est pas quelque chose que je peux appliquer en halakha. C'est ça le sujet. Mais le mieux Marc, est voilà, l'ennemi le du sujet, et c'est faut savoir j'aimerais expliquer, Marc, j'aimerais expliquer, c'est pour ça que Rabbi Akiva, même si ses élèves, ils sont morts, je pense que ses élèves, ils sont morts, parce que leur Torah n'a pas réussi à se connecter avec la réalité, avec la générosité de la vie de ce monde. C'est le contraire du chassidisme. Laisse-moi le chassidisme, mets-le à la poubelle, tu me feras plaisir. Ça, c'est là-dessus l'enseignement de Rabbi Akiva. Sortons des idées reçues. C'est ça le monde futur. Le monde futur, tant que tu es dans tes idées bien pensantes, tu es un homme mort. Tu n'as pas le monde futur. Le monde futur, il commence, c'est un risque. La connaissance, traduisons Chokhma par connaissance.
la connaissance est un risque de se déconnecter de la simplicité de la vie. Mais tu dois assumer ce risque. Si tu es tout le temps dans la bonne pensance, ouais, t'es un homme mort, t'as rien bougé de ton existence, t'es mort, t'as pas le monde futur, t'as pas assumé de construire quelque chose de ton existence. Construire, t'es obligé de faire une rupture avec quelque chose. Rabbi Akiva, c'est l'enseignement de la rupture. Mais cette rupture, elle est vitale. Si on ne fait pas cette rupture, on est dans un monde, on nous a amenés dans ce monde, mais qu'est-ce que j'y fous? Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma démarche? Il n'y a pas de monde futur. Le monde futur commence par une rupture avec la bien-pensance. Ça, c'est ce qu'on voit à l'enseignement de Rabbi Akiva. J'aimerais rapporter encore un texte, mais ce que toi tu dis, c'est là ça n'empêche pas de te comporter au jour le jour bien. Et que de faire le mieux que tu peux dans les situations où tu ne sais pas tout, c'est juste impossible. C'est-à-dire que l'enseignement, si tu appliques cet enseignement de Rabbi Akiva, tu as un judaïsme impossible, tu as une Torah qui est impossible. C'est ça. C'est pour ça que, moi je dis, que Rabbi Akiva, finalement, ses élèves sont morts, il n'a pas été désespéré. En vérité, ses élèves, c'était pas n'importe quoi. C'est vrai que c'était impossible. Il les a amenés dans une impasse, ses élèves. Il les a amenés dans une impasse. Peut-être ses élèves n'ont pas eu la force de dépasser cette impasse. Mais, par rapport excuse-moi, je vais dire un terme anti-chassidique, et c'est le cœur de notre sujet, par rapport au vulgaire, il y avait un plus. Et c'est ça qui l'a motivé à continuer à enseigner. Oui, Mais pourquoi ils sont morts alors? Comment? Pourquoi ils sont morts alors? Alors je reprends ce que dit notre ami, c'est que on voit Rabbi Akiva, ça l'ennuyait profondément d'aller visiter ce malade. Ça l'ennuyait profondément. Il est allé et il a inventé qu'est-ce qu'il fallait faire. Il a balayé, machin. Et l'autre, il a survécu. Ça veut dire qu'il fallait tester les choses dans l'existence. C'est ce que Mark Veil dit. Il a eu cette générosité d'aller plus loin. Mais ses élèves, peut-être, n'avaient pas cette générosité humaine. Ils se sont restés prisonniers de cette déconnexion. La connaissance est une déconnexion qui est nécessaire. Quelque part, on ne peut pas toute notre vie rester dans les idées reçues. Il faut casser nos idées reçues. Il faut les casser. J'aimerais maintenant, mais les casser, c'est quelque part se déconnecter du bon sens commun. Se couper du bon sens commun. Eh bien, se couper du bon sens commun, c'est une limite. Ils en sont morts. Ça veut dire ils n'avaient plus de place dans ce monde-ci, on pourrait dire. Mais il y a un plus malgré tout. Mais attends, il y a un plus. Mais ce que tu dis... Alors? Il y a un plus. Eh ben oui, quoi. Ils sont morts, mais c'est un plus. 24 000 morts. 24 000 morts. Faut le te dire. Hein. C'est un plus. C'est un plus. D'accord. Alors, attends. Non, je ne dis pas d'être d'accord. Je ne demande pas d'être d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, d'accord. Moi, je ne demande pas d'être d'accord. Mais je propose une explication de ça. Non, mais attends. Oui, alors pourquoi c'est un plus? Non, mais attends. Pourquoi c'est un plus? Je vais vous dire. En mai 68, il y a un type, il avait fait une pièce de théâtre. Il bouge ses oreilles. Il s'appelle « Je ne veux pas mourir idiot ». Je ne veux pas mourir idiot. Sortir de la bêtise ambiante, c'est déjà quelque chose. C'est là que le monde futur il commence. Mais ils auraient pu acquérir cette
Chokhmah. Alors, regardez, on va rajouter... On aurait pu l'arrêter. On aurait pu Ça marche l'arrêter. très bien pour l'étude. C'est-à-dire que ça marche très bien pour l'étude. Dans l'étude, ça c'est un truc que tu m'as appris, franchement, c'est la capacité de la rupture dans l'étude. C'est-à-dire ne pas rester, et c'est vraiment la méthode, pardon, ne pas rester dans des chemins acquis et dans des certitudes imbéciles. C'est ce que tu... Franchement, c'est le truc, s'il y a quelque chose que j'ai appris de toi, c'est ça. Ça me va très bien. Mais c'est dans l'étude. Mais dans le jour, oui. Mais on est des hommes humains. Et on n'est pas des... Moi, je comprends rien. J'ai une interprétation du positif. Quoi? J'ai une interprétation du positif. C'est que cette histoire, c'est aussi l'histoire de la réalisation de Ravi Akiva. Il fallait cette catastrophe absolue des 24 000 élèves qui sont morts pour qu'il modifie son enseignement, pour qu'il soit recevable dans la bonne direction pour les 5 qui allaient rester. Ben, Je ne sais pas. ça fait le poids Je ne sais sur pas. la balance. Ouais, non, ça, t'as Ça, pas mort, ouais, t'as pas regardez, mort, non, non. Regardez, j'aimerais... Non, il y a un problème de fond. Pour exemple, enlevons la kippa 5 minutes. Oui, elles peuvent en valoir. C'est ça, tu fais ta balance. Non, mais là, il va juste dire Regardez, il y a bêtises. des débats. Question. J'ai lu dans un journal cette semaine, qu'il y a... J'ai vu dans un journal cette semaine qu'il y a eu des bacs STG, je sais pas quoi, où ils n'ont pas présenté philo au bac. Non, il y a eu une fuite. Non, il y a eu une fuite, ils ont pris le deuxième sujet. Le deuxième sujet avec 2 heures, ils ont commencé avec 2 heures de retard. Non, alors peut-être c'est pas la même info, mais Ah, j'ai vu qu'il y a eu des STG. lycées professionnels où ils ont passé le bac et ils n'avaient pas d'épreuve de philo. Là, c'était nouveau. D'accord. C'était nouveau. Du bon sens. Là, Ils ont eu la chance. c'est nouveau. Cette année, il y a eu ils ont innové que il y a un an, tous les bacs, qu'est-ce qu'ils ils ont une épreuve de philo. Que ce soit, peu importe comment ça se passe. Et là, il y a eu certaines versions du bac dans certains lycées techniques où il n'y a pas eu de fuite. Là, maintenant, il y a une semaine, il y a 4 jours. Bien. Ça, c'est... Il y a un autre débat. Je ne suis pas dans la vie de l'entreprise. Je sais pas. Mais il y a eu des débats. Il y a des grands débats. Est-ce que... Je laisse la Torah de côté. Laissons la Torah de côté, 5 minutes, ça me fera bien. Est-ce que il faut que la recherche soit toujours liée à l'entreprise ou non? C'est des grands débats éternels. Ouais. Les Américains, si je ne m'abuse, ne se posent pas cette question. Il y a énormément de recherches en philo, en histoire. S'il y a des gens qui veulent faire des doctorats, par exemple, sur l'histoire de la Grèce antique ou de l'Inde antique, c'est pas en France qu'il faut le faire, c'est aux États-Unis. Ou en Inde. En Inde, parce que Bill Gates, il forme des centaines de milliers de chercheurs en Inde, et en recherche fondamentale et pas du tout appliquée. La recherche fondamentale est vitale. Si que tu veux faire que de la recherche appliquée, même la recherche appliquée, tu ne l'auras pas. Il faut faire de la recherche fondamentale, même qui n'a aucun but. L'histoire de l'art, ça n'a aucun sens. Bon, peut-être à un moment, vendre des tableaux, être commissaire-priseur. Mais, bon, mais disons, à part ça, ouais, ça c'est 1 sur 1000. Mais je me souviens, il y a une époque, on était dans un livre, excusez-moi, d'étudiants juifs qui venaient, si vous voulez passer Shabbat quelque part, on était... Voilà. Aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle shabbos.com, shabbat.com. Mais à l'époque, c'était dans un bouquin. Et on recevait des étudiants. Souvent des étudiants qui venaient des États-Unis. Qu'est-ce que vous faites? Histoire de l'art. Ou alors philologie. Merde. Finance. Non, finance, c'est en France.
Ça ne veut pas dire qu'à un moment, ils ne vont pas faire finance. Mais pendant plusieurs années, ils font des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec... Ça, c'est fondamental. C'est presque ça le débat, si vous voulez. Qu'à un moment, il faut commencer par faire de la recherche fondamentale. Si tu cherches que cette recherche elle soit appliquée, même ta recherche appliquée, tu l'auras pas. Ça, c'est la base de l'enseignement de Rabbi Akiva. Et qu'il a ensuite ses maîtres. Peut-être à terme, il faudra faire une recherche appliquée. Mais la base, il faut faire de la recherche. Oui, mais c'est ce que je te disais. On est d'accord pour l'étude. Bah, D'accord, mais ça Oui. va. Non, mais tu vois bien. ça- Oui, mais tu vois bien. Je peux pas rester. Tu vois bien qu'il y en a qui supportent pas qu'il y ait des... Tu vois, par exemple, ici, dans un vieux monde comme français, je sais pas comment ça va se passer maintenant, mais dans un vieux monde français, quelqu'un qui fait de la recherche fondamentale, tu lui dis, il a une maladie honteuse, je sais pas. Il aurait le sida, ce serait bien, mais qu'il n'ait pas fait de la recherche fondamentale. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est fondamental, c'est vital. C'est vital, la recherche, elle est vitale. La recherche est vitale. Je comprends pas le rapport avec Oui, l'histoire c'est ça. de visiter les malades. Je suis désolée. Oui, non, moi, il manque une Moi, il y connexion, a il manque une connexion dans l'histoire. Il y a un truc que C'est je comme comprends vous pas. avez dit. C'est un exemple. Je c'est ne un vois pas exemple. le C'est- lien. Non, mais c'est- je vois pas le lien. L'exemple de la sagesse. On ne doit pas, Ouais. on ne doit pas appliquer. C'est-à-dire, on nous faut dit pas d'aller. Excusez-moi. Il faut que tu finisses d'étudier. Alors, la Tu vraie vas question, tu c'est vas pas jusqu'à voir, tu vas quand, pas alors voir les malades. Ouais, ok. La vraie On va pas aller voir les question, malades, la vraie C'est question, de la bien-pensance jusqu'à quand d'aller visiter les malades, c'est ça. C'est de la bien-pensance d'aller rendre visite aux malades. C'est C'était du ça l'histoire. narcissisme. Tant que tu n'as pas compris que c'est du narcissisme. Oui, mais alors quand est-ce qu'on estime qu'on l'a compris? Non, mais enfin, ce président. Jusqu'à quand? Selon la version de Rabbi Avant Akiva. qu'il ait Selon- 24 non, 000 meurent, parce qu'ils non, sont non, morts courir, d'accord, du coup, ils je auraient veux pu pas attendre dire un peu, ça. peut-être qu'il D'accord, aurait accueilli. Avant que le malade Mais quand même, meure. le Ouais, non, mais deuil, même les on fait 24 pas de 000, mariage jusqu'à ils l'acte auraient pu grand-mère acquérir en cette l'honneur de sagesse. ses élèves, quand même. Si c'était des Ils étaient en bonne enfoirés, foi. on ferait pas... Ça veut dire que cet élément était un élément... Comme si, jusqu'à nouvel ordre, on n'arrive pas à dépasser cette situation. On n'arrive pas à si Pas tu... convaincu. Bah oui, non. Si tu dis mêles, que si tu tu crois que mêles tu sais, mais en fait, le- tu sais le- pas. Comme le- tu sais alors, pas, tu regardez, continues j'aimerais d'étudier. avancer. Excusez-moi, parce que moi, je suis désolée, mais j'ai une question. Pas du tout convaincu. Il y a quelque chose moi, qui me dérange, c'est que là, on parlait d'études, qu'on savait qu'il fallait visiter les malades parce que voilà, c'est compliqué. Mais c'est aussi un réflexe d'empathie, d'amour, d'affection. Je veux dire, pourquoi mêler ça à des règles qu'on n'a pas envie d'appliquer, justement parce qu'il ne faut pas les appliquer tout de suite sans comprendre. Pourquoi ne pas dire que c'est simplement humain, que quand on se comporte comme un être humain, je n'arrive pas à me faire comprendre. Ouais, moi non plus. Je suis ça assez me- d'accord avec Valérie, je comprends. Je Vraiment, comprends je vois pas le Là, j'ai- rapport. C'est pas du qu'il faut pas tout. le faire. Il Entre ne faut pas le faire en pensant que c'est une. Quelque chose qu'on parle qu'on pense derrière. Non, mais, Avec le bon mais futur, avant de quand on a penser, une- de penser, c'est simplement humain. Tu as quelqu'un qui est Ouais. malade que tu connais, humainement, tu vas le attends. voir. Non, Je mais pense attends, pas tout. Il n'y t'as a, deux pas choses. d'intellect là-dedans. Non, il y a mais pas tu as de- deux choses. Tu as un comportement humain D'accord. et tu as un comportement de dire que tu as une manière de visiter les malades, une certaine manière de visiter les malades, un certain contenu plutôt, qui correspond à une mitzvah. Et le sujet, il est-ce que tu dois, tu me dis si j'ai compris quelque chose, hein, est-ce que tu dois aller jusqu'au bout de savoir parfaitement aller très loin. Oui, comme pour l'histoire. Voilà, comme pour l'exemple du cadavre. Ouais. Parfaitement. Comme, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire visiter les malades au sens juif du terme, où tu dois te comporter comme un être humain, et à côté tu comprends. Si tu veux, C'est ça, le Valérie, sujet. on pourrait dire les choses comme ça. Par exemple, le sujet a commencé avec le respect des parents. Mon objet, l'objet perdu de mes parents. Le respect des parents, c'est comme dit l'autre, c'est écrit dans les 10 commandements. Et qu'est-ce que c'est le respect des parents? C'est quoi le respect des parents? Le respect des parents, c'est un commandement de la Torah. C'est pas... Qu'est-ce que ça change de dire? Tu dis tout à fait à propos, d'abord, c'est quelque chose d'humain. Oui. Faut pas Mais, intellectualiser. oui, mais bon, je prends un exemple.
je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais quand les enfants ils sont petits, c'est relativement facile le respect des parents. Mais quand les enfants grandissent et deviennent même des adultes ou des jeunes adultes, des fois, pour se construire, des enfants doivent prendre des distances par rapport à leurs parents. Peut-être que cette distance, je ne peux honorer, Marc a traduit Kaved, c'est honorer, pas seulement respecter, c'est honorer. Mais pour honorer, il faut prendre une distance. Le respect des parents, c'est pas être soumis à ses parents, on est soumis en rien à nos parents. Soumis en rien. Il y a un commandement d'honorer. Mais parfois, je vous donne un exemple. Il y a un ami à moi, il m'a dit qu'il travaille avec le fils d'un grand rabbin. Un grand rabbin. Et au début qu'il a tapé la discussion avec ce fils de ce grand rabbin, ce type-là, ce fils de grand rabbin, il a dit je te dis franchement, moi dans ma vie, j'attends qu'une seule chose, c'est que mon père il meure. Il n'est pas juste. Tant que mon père vit, ma vie elle est loupée. J'arrive pas à prendre des distances par rapport à lui. Je suis tellement impressionné par lui que je n'arrive pas à prendre des distances. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il meure. C'est fréquent. Hein. Ah, voilà. Merci. Merci. Sortons des sentiers battus. Ça veut dire, c'est pas le brave Sigmund qui a inventé le complexe. Enfin, c'est la nécessité de tuer son père. C'est une nécessité. Ici, on pourra dire, on n'est peut-être pas obligé d'en arriver. Là, je ne suis pas d'accord. Manu militari à ça. Mais peut-être que pour pouvoir honorer ses parents, il faut prendre des grandes distances à l'égard de ses parents. Peut-être même, on peut imaginer qu'un enfant, des fois, le boycotte ses parents quelque part. Pour se grandir. Pour se grandir et pouvoir mieux les honorer plus tard. Bien sûr, pour qu'ils soient fiers. Donc, si vous voulez, si ça demande une maturation. Cette maturation, si tu restes simplement avec visiter les malades, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir des invités, recevoir des invités le Shabbat par exemple, mais peut-être tu crois faire la mitzvah, tu fais le contraire de la mitzvah. Donc, il y a une nécessité, à la limite. Il y avait un grand maître, l'élève principal du Gaon de Vilna. L'élève principal du Gaon de Vilna, Raphaël de Valogine, il dit que chaque jour, il priait de ne pas avoir de mitzvot à faire. Pour pouvoir tous C'est étudier. au contraire totalement avec. Poursuivre, il y a tous des étudier. travail à dire, c'est juste le contraire. Alors regardez, j'aimerais voir. Donc les 24 000, ils ont. Et alors pourquoi ils ont été punis? Non, parce qu'ils c'est qu'ils ont pas compris le sens du kavod, c'est ça. Ah d'accord. Alors pourquoi ils sont morts? Mais non, mais c'est pas. C'est que, pour reprendre, je suis d'accord c'est vachement avec important. Marc. C'est important. 24 000 personnes qui meurent, c'est hyper important, c'est peut-être plus important. Regardez, moi j'explique comme ça. Je propose. I am proposing. Ah, parce qu'en fait, Je propose. Oui, que on ne sait pas. C'est marqué nulle part. Je propose. Non, mais le seul truc, c'est que c'est une histoire de kavod, c'est ça. Je propose. C'est le seul. Qui sont allés directement dans votre futur. Ça veut dire que il y avait un manque dans leur étude. Ça manquait de générosité. Ils ont été bloqués. La mort, les commentateurs disent, c'est une limite. Ils ont une limite. La mort, c'est une limite. C'est la limite de notre vie, c'est la mort. Ils ont eu une limite.
Leur Torah, ils n'ont pas elles-mêmes, leur connaissance, ils n'ont pas provoqué pour en faire quelque chose. C'est ça. Pourquoi nous sommes dans ce monde-ci? Pour provoquer notre connaissance, même pour remettre en question notre connaissance. Eux, ils étaient dans la connaissance. Ils n'ont pas provoqué cette connaissance par l'acte. Mais, quelque part, c'est un plus. On tire ça du fait qu'ils aient manqué de kavod l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça, qu'ils avaient une dureté. D'accord, ok. Ils avaient une dureté. Okay. Il y a plusieurs dimensions moi, qui me frappent dans cette histoire. Il y a le fait que, moi j'entends là que la connaissance peut devenir une idolâtrie. Une limite. C'est la limite, c'est-à-dire que quand on devient tellement dans ce système de connaître et se déconnecter de la réalité, on est dans l'idolâtrie en fait. Oui. Moi j'appelle ça la religion de la pratique. Quelque part. Après, il y a dans cette histoire, il y a la relation spéciale quand même qui est dite dans le texte que Rabbi Akiva, il avait une relation avec 24 000 élèves. C'est quand même pas rien. Il avait une relation directe avec ces 24 000. Donc, c'est ce que j'ai cru entendre tout à l'heure quand tu as parlé de cette histoire. Oui, il avait 24 000 élèves. Il avait 24 000 élèves. On ne dit pas il avait des mecs qui avaient 24 000 élèves, il n'y a pas de hiérarchie. Il avait 24 000 élèves. Donc il y a quand même une hyper... Enfin, c'est très important, le personnage d'Akiva, ce qui lui arrive à lui à travers cette histoire est super important, je pense. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que il y a un truc positif, c'est qu'il a amené ces gens dans un état de connaissance. Regardez, je garde... Il a loupé quelque chose. Je garde un point. La connaissance, on a traduit tout à l'heure Chorma par savoir, connaissance, etc. Sagesse, je crois qu'on va le mettre de côté, parce que ça rend pas sage. Mais il y a une nécessité, la connaissance est une nécessité. Je vous donne un exemple. Les premiers mots de la Torah en hébreu, messieurs, dames. C'est bon? Ça roule? Oui. Alors. C'est un bel hôtel en plus. Alors, en tout cas, premier mot de la Torah. Premier mot de la Torah, Bereshit. Il y a deux traductions. Alors, la Torah est écrite en hébreu. Pendant des centaines d'années, la langue de l'ensemble du peuple juif, de la majorité du peuple juif, c'était l'araméen, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour que les gens de l'époque puissent comprendre, la Torah, il y a eu deux traductions de la Torah en araméen. Il y a la traduction d'Onkelos et la traduction du Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem traduit Bereshit Bechorma, Bechormata Baral. La connaissance, c'est le début des choses. C'est pas de la connaissance, la Chorma, je suis pas d'accord. Ici, bon, c'est notre sujet. La Chorma, si vous voulez, on est je dirais, on est des figurants dans notre existence. Notre connaissance, notre vie, elle commence, elle a un Bereshit si on commence à analyser les choses. Mais l'analyse est une rupture. Si vous voulez, c'est ça ce que j'aimerais apporter dans un premier élément de cette étude ensemble. C'est que cette rupture, elle est vitale. Cette rupture est vitale. Si on est dans la bien-pensance et qu'on ne décortique pas les choses, on ne scrute pas les choses, on n'essaie pas de voir qu'est-ce que ça signifie dans le concret de notre existence. On est des figurants, c'est ça ce que la Mishnah dit. Nos parents nous ont amenés dans ce monde-ci. Et alors, on est là. On est là, on construit le monde pour Microsoft. Voilà. On est des figurants Gérard, pour que Microsoft se mette du fric dans les poches. Mais ça va très bien. Je suis pour Microsoft. Quel est ton but dans la vie? Ouais.
que les mecs de Microsoft se mettent du fric dans les poches, que Zuckerberg, ouais, il se fasse... Il est juif, c'est bien. Il se met du fric dans sa poche sur mon dos. Voilà, c'est ça. C'est ça mon but dans l'existence. Gérard. Mais non, mais sérieux. Gérard, c'est ça. Gérard, non mais t'as dit un truc, tu parles de Bereshit et de la Rochma. Et c'est vraiment intéressant parce que ton histoire, elle va extrêmement bien avec l'étude. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est la Rochma? C'est pas la connaissance, c'est pas vrai. C'est l'intelligence supérieure intuitive. C'est pour ça que c'est une forme de création. C'est l'intelligence créative. C'est l'intuition qui va au-delà de la réflexion standard. C'est ça la Rochma. C'est pour ça que le monde a été créé avec la Rochma. Donc ton maître, il va t'apprendre la Rochma. Donc il va ok, ce que tu me dis, ça me va très bien. Et ta capacité à être en rupture avec toute la bien-pensance, comme tu dis, tout ça, ça me va bien pour l'étude. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de te comporter comme une merde. Pardon, passe-moi l'expression. Ça ne veut pas le droit que moralement. Oui, mais c'est ça, si tu veux, c'est ça qui est dérangeant. Moi, j'assume ce côté dérangeant. Maintenant, regardez, j'assume ce côté dérangeant. C'est dérangeant, non, mais est-ce que, je le défends. vous Je veux réhabiliter ce dérangeant. Regardez, Brigitte, excusez-moi une seconde. Là, un passage absolument sublime dans le traité Sota, je vous ai passé la photocopie. Le passage, je vous le dis oralement. Sota. Oui, mais je sais, j'ai la page, mais il est où dans ta... Alors, regarde, on va faire quelques mots, 3 lignes avant la fin de la page. Mais je vous dis oralement le raisonnement. La Gemara rapporte que Rabbi Meir, au début, qu'il a étudié la Torah, est allé chez Rabbi Akiva. Il n'a rien compris. Il est allé chez Rabbi Ishmael, c'était une autre école. Il a beaucoup appris chez Rabbi Ishmael. Et une fois qu'il est devenu un maître chez Rabbi Ishmael, il est retourné chez Rabbi Akiva. Et c'est là-dessus que, c'est ça l'enseignement à la fin de la vie de Rabbi Akiva. Il était élève de Rabbi Meir. Rabbi Meir était élève de Rabbi Akiva. Donc je reprends. Au début, quand il a commencé à étudier, il était chez Rabbi Akiva, il n'a rien compris. Il a fui. Comment? Ça lui a sauvé la vie. C'est bien. Mais ce que tu dis est très très important. J'aimerais qu'on comprenne ça. Il s'est sauvé la vie. Et il est allé chez Rabbi Ishmael. Une fois qu'il a beaucoup appris chez Rabbi Ishmael, qui avait une autre forme d'enseignement, il est retourné chez Rabbi Akiva et il sait qu'il fait sa race, comme on dit. Alors, 3 lignes avant la fin de la page. Pourquoi il n'a pas compris chez Rabbi Akiva? Et nous avons, le Talmud va expliquer qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Ata le kamé de Rabbi Akiva. Au début, Meikara, 4e ligne avant la fin de la page. Meikara, Ata le kamé de Rabbi Akiva. Au départ, il est allé chez Rabbi Akiva. Kivan delo matsi kamalibe. Il n'a pas réussi à se tenir sur ce qu'il pensait. Ata le kamé de Rabbi Ishmael. Ensuite, il est allé chez Rabbi Akiva. Chez Rabbi Ishmael. Rashi va expliquer, 4e ligne avant la fin de la page dans Rashi, et ce Rashi absolument sublime, il va nous expliquer qu'est-ce que c'était un cours de Rabbi Akiva. L'omatsi lemika malibé, alikare ta'ame. Il n'arrivait pas à comprendre la base des explications de Rabbi Akiva. La raison, oui, la base, ikarim, ikar, la base des raisons de Rabbi Akiva. Shaya Omer al tame taor umarelo panim, val taor tame umarelo panim. C'était quoi? Rashi nous explique qu'est-ce que c'est un cours de Rabbi Akiva. Alors là, il est extraordinaire. C'était quoi un cours de Rabbi Akiva? Il y avait quelque chose qui était cachère, il te prouvait que ce n'était pas cachère et t'apportait des preuves pour prouver que ce n'était pas cachère. Quelque chose qui n'était pas cachère, il t'apportait des preuves que c'était cachère et il arrêtait son cours. Finalement, alors quoi?
Alors qu'est-ce qu'il pense? Alors quand j'ai étudié, il y a une vingtaine d'années, ce passage, le traité Sota, j'étais tellement estomaqué quand j'ai découvert cette Gemara, j'ai rapporté à mon épouse cet enseignement. Donc, c'était quoi le cours de Rabbi Akiva? Quelque chose, il dit impur, mais disons, pour faire simple, je faisais quelque chose de pas cachère, il te prouvait que tu n'as rien compris, que ça pouvait très très bien être caché. Exactement comme les deux. Quelque chose de pas cachère, il dit, mais je peux te prouver que c'est cachère. Et il a arrêté son cours. Et Rabbi Meir, il dit, bon, finalement, alors, tu sortais que tu ne savais pas. Alors, quand j'ai rapporté ça, mon épouse, elle m'a dit, mais quel est l'enseignement, s'il n'y avait qu'un seul enseignement de Rabbi Akiva, c'est quoi? De te pousser à ta réflexion. On rapporte Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Ve'afta lereacha kamocha ze klal gadol batorah. Rabbi Akiva, et là-dessus je ne suis pas d'accord avec ce que tu disais Alain tout à l'heure, cher ami. Oui. Je pense que c'était la base de l'enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, quel est le verset qui permet de comprendre le principal des choses de la Torah? C'est le verset qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. La base de l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ici, tu peux te poser la question, justement. Alors, elle m'a dit, mon épouse, elle dit comme ça. Mais qu'est-ce que il voulait perturber ces petits élèves? Ça veut dire, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous savez que dans la vie juive, il y a ce qu'on appelle, il y a les aliments lactés, les aliments viande. Milchik, fleischik, d'accord? Chalavi, basami, ça c'est connu, d'accord? Il y a aliments viande, on ne mélange pas la viande et l'œuf, d'accord? Il y a un juge rabbinique actuel, Rabbi Eliezer Wolf, qui est à Amsterdam. Il a dit, vous savez, il y a certaines brioches qu'on peut trouver dans le commerce qui sont pétries avec du lactosérum. Lui dit, c'est pas Chalavi. Valérie. La rabbine est surprise. C'est quoi le lactosérum? C'est quoi le lactosérum? Le lactosérum, c'est ce qu'on appelle le petit lait. Le petit lait, ça veut dire, vous avez du lait complet, du lait entier. Vous faites coaguler la caséine, vous faites le fromage, il reste le petit lait. Le lait caillé, oui. Le lait caillé, ça s'appelle. Non. Le lait caillé. Non, c'est ce qui reste du reste. C'est ce qu'il est, une fois que tu enlèves le C'est de l'eau en fait. C'est de l'eau qui reste. C'est de l'eau. C'est de l'eau jaune. Il y a des protéines quand même dedans. Oui, non, c'est liquide comme de l'eau. Voilà, c'est liquide comme de l'eau, c'est un peu jaunâtre comme ça. Alors, Rabbi Eliezer Wolf, c'est un juge rabbinique, il dit, a raison, que quand la Torah appelle lacté, c'est pas le lactosérum. Et c'est neutre en vérité. Tu peux avoir mangé viande et ensuite manger un gâteau pétri avec du lactosérum. D'accord? Ça, c'est son avis, il y a des débats là-dessus, ok. Je pense qu'il a raison. Mais, si vous voulez, ça c'est ça l'enseignement de Rabbi Akiva. Au final, il te prouve un truc, tu t'es dit, mais c'est pas possible, il va te prouver. Mais finalement, est-ce qu'il le pense? Est-ce qu'il le pense? Il ne te dit pas qu'est-ce qu'il pense. Non, mais c'est un exercice psychologique, intellectuel. Oui, alors, mais lui-même il dit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut épater le bourgeois. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut casser les certitudes. Mais pourquoi? Mais ses élèves, ils sortent. Alors finalement, alors qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. C'était formidable. Ah, c'était incroyable. Bon, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris. Ah, mais alors, bon, finalement, qu'est-ce qu'il a voulu prouver? Ah merde, je ne sais pas. Oh, mais c'était formidable. Ça arrive tellement de fois. Il veut apprendre aux gens à réfléchir par eux-mêmes. La réponse, c'est ça.
C'est ça, aimer son prochain comme toi-même. C'est ça, aimer son prochain comme toi-même. C'est que rester bloqué avec une idée préconçue, t'es mort. Arriver à comprendre que tu pourrais dire autrement, ce qui n'est pas forcément juste. C'est pas forcément que ça soit vrai, mais que tu puisses comprendre autrement. C'est ça le monde futur. C'est ça le monde. C'est là où ma vie, elle commence à exister. Oui, mais il y a quand même des règles de base. Oui, vous évidemment. Pas remettre en question. Non, d'accord. Mais vous savez, on dit dans le Talmud, est-ce que tu as un livre de Rambam ici? Ouais. Oui, passe-moi un livre de Rambam pour les Rambam. Rambam. Maïmo. Ah, tu l'as en français. Traduction. Non, c'est hébreu anglais, ouais. Oui, c'est pas grave. Alors, regardez. Donc, Maïmonide a écrit un des premiers codes de loi qui brosse les 613 commandements, le Mishneh Torah. Ça brosse les 613 commandements de la Torah. Dans les Yeshivot, on dit quelle est la preuve que Dieu existe? Tu connais ça? Quelle est la preuve que Dieu existe? C'est Maïmonide. Quelle est la preuve que Dieu existe? Alors, on dit dans les Yeshivot que lorsque Dieu dit, les premières phrases, que c'est la base de la connaissance de savoir qu'il y a un existant premier, le Révède ne le contredit pas. J'ai pas compris. Le Révède, c'est le détracteur. Il y en a, il conteste toujours les décisions légales de Rambam. Mais quand Rambam dit que la base de la connaissance, c'est savoir qu'il y a un existant premier, le Révède ne contredit pas. C'est la preuve que Dieu existe. Alors, ça veut dire, ce que tu dis, c'est qu'il y a des règles. Alors, c'est vrai, évidemment, c'est à l'intérieur d'un certain cadre. D'accord. À l'intérieur d'un certain cadre. Mais à l'intérieur de certains cadres, l'enseignement de Rabbi Akiva, c'était pas de t'expliquer qu'est-ce qu'il pense lui. C'était pas son sujet. Et c'est apprendre que toi, tu vois quelque chose comme ça, apprendre de voir que tu pourrais le dire autrement. Ça c'est une générosité. Mais pense, ça c'est la générosité, ça c'est le chesed premier. Ça c'est la base du chesed. Oui, c'est apprendre à exister, je comprends parfaitement. C'est ça qui va faire, si tu veux, que notre existence, c'est ça qui va faire que notre existence, elle peut commencer. Tu peux commencer à avoir une démarche, tu peux commencer à réfléchir, mais pas réfléchir narcissiquement, d'avoir un débat, de pouvoir devoir bouger quelque chose. Mais si tu as justement, quelqu'un qui a des idées, voilà, moi, voilà, je suis comme ça, prenons un exemple, il y a nos parents, ils étaient de gauche, ouais, mais j'ai dit à mon papa, tu sais, ton père était de gauche? Que mon père a toujours été d'extrême gauche. Mon père a toujours été, papa, papa, excuse-moi, je veux pas te faire de mal, mais ça n'existe plus. Il faut voir autrement. Mais ça veut dire, on a des idées dans lesquelles on a grandi. On a des moments, il faut essayer de voir un peu autrement. Mais c'est ça qui est... Quitte à revenir sur ces idées après. Hein, évidemment. Mais je comprends bien ton truc. Moi, je suis désolé. Ça, c'est ça le Olamaba. C'est ça le maître. C'est ça, c'est là où commence. C'est ça. Rabo, chez l'Amdo Chorma, Mevio, il l'amène à la vie du monde futur. Son maître qui lui enseigne, on pourrait dire, l'analyse des choses, enseigne l'analyse, l'amène au présent. Mais attendez, c'est quoi le monde futur? C'était ça le sujet du cours. C'est ça le monde futur. C'est ça qui est une dynamique dans notre être. La dynamique, elle commence par notre pensée. Elle ne se limite pas par la pensée. Et ce qui ressort de notre conversation, de nos échanges, c'est que l'action dans le monde est la même. Je reprends ce que tu as dit, Alain, très justement, que notre pensée peut devenir, ce n'est pas confronté à l'acte, une idolâtrie. Donc c'est l'acte qui va
qui va mettre en situation, qui va remettre en question notre pensée. Même si notre pensée elle-même, elle est déconstructrice. C'est ça le paradoxe. Mais une pensée déconstructrice peut devenir elle-même une idolâtrie. Alors. Mais c'est un risque. Ce risque, il est vital. Voilà, c'est ça ce que je